Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance de notre conseil communautaire. Dernière séance avant quelques semaines de repos bien méritées. Je rappelle les points habituels. N'oubliez pas d'émarger. Et s'il y a des souhaits de prise de parole, il faut se déplacer au micro et bien annoncer, notamment pour ceux qui suivent les débats à distance, puisque le conseil communautaire est retransmis. Je vais donc procéder à l'appel. Je voulais simplement mentionner que nous sommes 59 délégués communautaires, habituellement 60 délégués communautaires. Ce soir, ça sera 59, puisqu'il y a eu une démission d'un conseiller municipal dans le conseil municipal de la Tour du Pin, en l'occurrence Jean-Paul Paget. Et Jean-Paul Paget était délégué communautaire. Donc, en attente de la nomination d'un nouveau délégué communautaire, nous sommes 59. Philippe Latour. Et donc Philippe doit nous quitter à 19h, je crois. Et donc à la suite, pouvoir est donné à Patrick Blandin. Ludovic Leprêtre. Roger Marcel. Absent. Donne pouvoir à Noël Morel. Noël Morel. Nicolas Solier. Excusé. Edith Chambaz. Bernard Évrard. Patrick Belmont, absent. Corinne Magnin, Joël Battier, Christophe Brochard, Frédéric Lelon, Thérèse Tisserand, Jean-Marc Bouvet, absent, et donne pouvoir à Michel Clélier-Merle. Max Gauthier, absent et excusé. Edmond Decoux, Véronique Séchel, absente. Jean-Paul Bonnetin. Présent. Luc Blanchet. Présent. Tu penseras à signer, Luc. Oui. Jean-Marc Damet. Absent et excusé. Gisèle Godet. Présent. Chantal Huguet. Et départ prévu à 20h15. Et à la suite, pouvoir à Céline Revol. Christelle Bas. Présent. Daniel Witt. Présent. Laurent Michel. Présent. Catherine Angelin. Présente. Dominique Chex, absent. Michel Serrano, absent et excusé, et a donné pouvoir à Catherine Angelin. Jean-Louis Reynaud. Présent. Marie-Christine Frachon. Céline Revol. Présente. Cédric Milani. Présent. André Guichard. Présent. Magali Guillot, absente et excusée, a donné son pouvoir à André Guichard. Patrick Blandin. Présent. Jean-François Deldic. Présent. Jacqueline Guichard. Présent. Philippe Guérin. Présent. Joël Magot. Présent. Jean-François Pilotirard. Présent. Alain Courbou. Présent. Michel Reynaud. Présent. Michel Clélier-Merle. Absent. Donc je pense qu'il va arriver, sachant qu'il a le pouvoir de Jean-Marc Bouvet. Maxime Durand. Présent. Isabelle Fournier. Jacques Garnier. Absent et excusé. Bernard Badin présent. Ella Mahoun. Présente. Claire Durand. Présente. Vincent Durand. Présent. Estella Garcia. Présente. Fabien Rajon. Absent, excusé. José Rodriguez. Il a un pouvoir. Un pouvoir, Fabien. Je ne l'ai pas sur le... Ah si, j'ai donné. Ah oui. Pouvoir à Madame Durand. Aline, on a le pouvoir de Fabien. Fabien Rajon pour Claire Durand. D'accord, parce qu'il n'est pas noté là. D'accord, donc Fabien Rajon a donné pouvoir à Claire Durand. José Rodriguez, absent et excusé, a donné pouvoir à Vincent Durand. Géraldine Stival. Présente. Gilles Bourdier. Présent. Jean-Michel Ferruy. Absent, excusé. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Delphine. D'accord. Donc Delphine Hartmann.
Parfait, très bien. Donc, n'oubliez pas de signer pour ceux qui doivent le faire. Ah, j'ai encore sauté une... J'ai encore sauté une page. Alors, Valérie Argout, absente. François Boucli, absent. Besma Caron, absente, excusée, a donné pouvoir à Ludovic Le Prêtre. Benjamin Gastaldello, absent. Et donc, effectivement, après Philippe Latour, je t'avais annoncé. Voilà, excusez-moi. Donc, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Et je crois que Vincent Durand est volontaire pour assurer le secrétariat de séance. Merci, Vincent. Donc, il faut suivre dans l'émission, suivre le déroulement des votes, assurer les résultats, la relecture des résultats du compte-rendu et signer le procès-verbal de la séance. Je vais procéder maintenant à la lecture des décisions. Donc, en date du 11 juin, la décision numéro 106, qui concernait l'attribution du marché de gestion d'un service de location longue durée de vélos à assistance électrique. Je vous épargne les numéros de marché. Le 11 juin également, décision numéro 107 qui concerne l'attribution d'un marché de maintenance des équipements thermiques et énergétiques du centre nautique Val d'Eau situé aux Abrins Dauphiné. Décision du 11 juin numéro 108, attribution du marché de services de téléphonie mobile et fourniture de terminaux. Le 11 juin, décision 109, attribution du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du pacte fiscal, financier et de solidarité. Le 6 juin, décision 110, détermination des tarifs des centres aquatiques intercommunaux de Val d'Eau. Le 10 juin, décision 111, actualisation des tarifs des boutiques de l'Office du tourisme. Le 19 juin, décision 112, demande de subvention du Conseil départemental de l'Isère pour les travaux d'entretien et d'aménagement des 6 espaces naturels sensibles. Ensuite, il nous faut approuver le procès-verbal du Conseil communautaire qui s'est tenu le 23 mai 2024 avec la convocation que vous avez reçue par voie électronique. Y a-t-il des remarques par rapport à ce compte-rendu ? Et arrivée de Michel Clélier-Merle, qu'on a évoqué tout à l'heure. Y a-t-il des remarques par rapport à ce compte-rendu ? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, on doit procéder à son adoption. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Eh bien, écoutez, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Concernant l'ordre du jour, je dois vous informer de quelques petites modifications et les passer en approbation par la suite. Donc, concernant la délibération 1.2 sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions en suggestion et de l'expérience professionnelle, le RIFSEP, il y a quelques modifications d'éléments de délibération qui font suite à la formulation en conformité avec le contrôle de légalité. Mais Daniel Witt vous expliquera tout ça. Voilà, donc il y a quelques petites modifications par rapport à la délibération que vous aviez reçue avec les convocations. Sur la délibération 2.6, qui concerne les modalités de déploiement du service de location de vélo à assistance électrique, il convient de supprimer la phrase « dire que les crédits sont prévus au compte 611 ». En fait, cette phrase est à supprimer, puisque on avait déjà délibéré sur le financement via le schéma directeur vélo, et c'est déjà prévu dans notre budget général. Donc il s'agit d'une erreur de copier-coller. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'affectation des crédits pour le financement de ce service de location de vélo. Et puis enfin, troisième modification, Philippe Latour a une contrainte d'agenda. Et on vous propose donc de passer les 3 délibérations qui devaient être présentées par Philippe Latour en début de conseil plutôt qu'en fin de conseil. Sur ces 3 propositions de modification, y a-t-il des remarques ? Non ? Eh bien écoutez, y a-t-il des oppositions ?
des abstentions. Donc on valide l'ordre du jour avec les précisions que je viens de vous apporter. Avant de démarrer notre conseil communautaire, je voulais vous donner quelques points concernant notre actualité. On travaille sur de nombreux dossiers en parallèle. Ça serait compliqué de tous les aborder. Je pense que j'aurais raison un peu de votre patience. Alors je souhaite faire un focus sur 3 sujets, plus particulièrement. D'abord, le pacte fiscal, financier et de solidarité. Donc, depuis février 2023, nous avons engagé un travail de transformation structurant le développement du territoire autour d'objectifs ambitieux. C'est notre projet de territoire que, je vous rappelle, on avait adopté à l'unanimité. En soutien de nos projets, nous avons souhaité mettre en œuvre, avec la nouvelle organisation des services, une direction générale adjointe, stratégie et prospective financière, dédiée à l'évolution de nos processus financiers et à son suivi, et tout ça dans un esprit réaffirmé de mutualisation. Plusieurs étapes ont déjà été franchies. D'abord, une analyse rétrospective et prospective de nos finances, un contrôle de la Chambre régionale des comptes, qui, tout en soulignant la bonne situation de l'intercommunalité, pointe certaines pistes d'amélioration. Et nous aurons l'occasion de faire au Conseil de septembre le bilan de nos actions tel que ça a été demandé dans le rapport initial de la Chambre régionale. Troisièmement, la refonte du processus budgétaire que nous avons engagé dès 2024. Et quatrièmement, la future définition d'une politique foncière ambitieuse et responsable. Ce travail important doit désormais se poursuivre avec la volonté de définir ensemble les moyens que nous souhaitons consacrer à notre feuille de route et à notre dynamique collective. C'est tout l'objectif du pacte financier, fiscal et de solidarité. Il s'agit en effet de sceller dans ce pacte les moyens permettant aux communes et à l'intercommunalité de leur garantir les marges de manœuvre nécessaires au développement de leurs projets respectifs, tout en tendant vers un objectif commun de développement durable, cohérent, efficace et solidaire de notre territoire. Alors je rappelle qu'on a échangé autour de ce sujet en conférence des maires pas plus tard que lundi, en début de semaine, lundi 1er juillet. Et nous avons aussi lancé la démarche d'élaboration de notre pacte fiscal, financier et de solidarité. Alors lundi, on a présenté la méthode, le calendrier, afin d'avancer en transparence et en confiance. Nous nous reverrons régulièrement tout au long du processus, soit jusqu'en janvier 2025, puisque c'est la date qu'on s'est donnée pour aboutir sur une délibération pour adopter ce pacte fiscal, financier de solidarité. Alors à ce stade, le commencement de ce travail passe par une phase initiale de recueil des données financières, des VDD, comme des communes, afin d'établir un diagnostic de la situation du territoire. Et cela permettra d'aborder ensuite une phase de concertation pour élaborer un pacte commun. L'été va donc être actif et sera mis à profit pour ce travail. Et nous vous remercions par avance de nous transmettre les informations pour lesquelles vous avez reçu un mail en mairie. Alors, je l'ai dit assez régulièrement, c'est sur la base de notre vision globale du territoire, de son attractivité d'ensemble, de notre cohérence territoriale que nous pourrons porter une réflexion collective et être efficaces au service de tous nos habitants. Le deuxième focus que je voulais faire, c'est sur la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Je rappelle quelques chiffres, c'est 200 km de lignes nouvelles entre Lyon et Turin qui vont être créées, plusieurs ouvrages d'art, plusieurs tunnels, plus ou moins longs, une liaison mixte fret et voyageurs qui transportera à terme 40 millions de tonnes de marchandises et 5 millions de voyageurs par an, avec en première phase une priorité donnée au fret. Une phase dite d'avant-projet détaillé qui devrait démarrer en 2025 sur la base d'études à réactualiser. Des échéances structurantes arrivent donc dans le courant du mois de juillet, car l'Europe doit préciser le 16 juillet exactement s'il confirme le financement des études à hauteur de ce qui est prévu. En ce qui concerne les Vals du Dauphiné, le tracé du Lyon-Turin est stabilisé. Donc pour donner quelques indications, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais j'imagine que vous êtes déjà tous bien informés.
Il arrivera de Bourgoin, Rouy, en tunnel dès la RD 522 sur 8 km et en sortie à Ruy-Monceau sous la RD 1006, puis en jumelage de l'A43 jusqu'à la gare de Cessieux. Entre Cessieux et Saint-Jean-de-Soudain, une ligne nouvelle passera au-dessus de la ligne existante, de nouveau en tunnel au niveau du château du Bas-Curieux à Sainte-Blandine, sur 2,5 km, et ressortira ensuite au niveau de Saint-Didier-de-la-Tour, à proximité du nouvel échangeur, avec le raccordement avec la ligne de Grenoble. Il y a également un tunnel qui est prévu à la Bâtie-Montgascon sur 8 km, en sortie en limite Chimilin-Fitilieu, et sur Chimilin, il empruntera un viaduc de 900 mètres au-dessus de l'échangeur. Alors un tel chantier, il est bien évident qu'il ne doit pas échapper à notre vigilance. Nous nous y emploierons et notre territoire doit se préparer pour cela. Et notamment compte tenu de l'accélération qui est prévue si le financement des études d'avant-projet détaillées est confirmé. Alors c'est pourquoi nous sommes à l'écoute des associations locales et je souhaite à ce titre remercier l'association Quartier Paisible pour la qualité des échanges que nous avons eus encore récemment. Et nous ne manquons pas de souligner, relayer les interrogations et les craintes légitimes. Nous allons aussi tout faire pour que la démarche Grand Chantier vise à faire de ce projet un levier de développement de notre territoire, comme ont su le faire les Savoyards, et notamment en Vallée de Maurienne. Au-delà d'assurer le déroulement des travaux, donc bien sûr les sujets d'emploi, d'insertion, d'hébergement, de mobilité, nous souhaitons que nos habitants et acteurs économiques locaux soient mobilisés et profitent également de ce chantier. Cela devra donc s'accompagner de mesures au service des habitants du territoire. Et sans être exhaustif, je pense notamment à des aides de l'État à la rénovation des logements publics et privés, des requalifications dans nos centres-villes et bourgs relais, des aides en faveur des mobilités et à l'accessibilité de nos territoires, puisqu'effectivement la circulation sur notre territoire risque d'être particulièrement perturbée en phase chantier et à la suite lorsque les infrastructures sont créées, et des opérations au profit de notre environnement et de la biodiversité. Alors bien sûr, tout ça n'est pas exhaustif, on aura l'occasion de se concerter, de travailler ensemble pour définir quels sont les sujets sur lesquels on veut aller chercher des mesures compensatoires. Nous allons pour cela, d'une part, écrire à Madame la préfète de région afin de faire entendre notre voix et inviter les intercommunalités voisines à se joindre à notre démarche. Sur ce sujet aussi, l'été sera bien employé. Pour finir, le troisième sujet, je voudrais revenir sur un point dont nous avons eu régulièrement à connaître dans cette Assemblée, la cession à l'entreprise Stonehenge de plus de 30 000 m² dans la zone du PIDA à Aoste. Jean-Paul Bonnetin, ici présent, a eu le plaisir de signer la vente le 28 juin dernier, donc il y a quelques jours. C'est une vente évidemment importante pour notre territoire à plusieurs titres. D'abord parce que nous pourrons accueillir des acteurs économiques pourvoyeurs d'emplois sur ce tellement pour lequel nous gardons un droit de regard via une procédure d'agrément sur les entreprises qui pourraient venir s'installer sur ce site. Et ensuite parce qu'il permet à la collectivité de recéter sur son budget, alors il ne s'agit pas du budget général, mais du budget annexe développement économique, plus de 4,7 millions d'euros en équilibre du coût de construction de la zone d'activité du PIDA. Si vous vous souvenez, c'était notamment un point de vigilance de la Chambre régionale des comptes que nous pourrons définitivement lever. Voilà pour les mots d'introduction. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous faire part d'un communiqué de presse que je viens de recevoir. Alors, quand je dis je viens de recevoir, c'était à 17h. Communiqué de presse de la Fédération française de cyclisme. Le bureau exécutif de la Fédération française de cyclisme, réuni ce jour, donc aujourd'hui le 4 juillet, a le plaisir d'attribuer les championnats de France de cyclisme sur route 2026 qui se dérouleront du 25 au 28 juin à la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Donc je pense que cette
une nouvelle forte pour notre territoire. J'ai eu Michel Beau au téléphone, donc le président du Coteny, il avait la larme à l'œil tant il avait d'émotion. La communauté de communes, je vous lis la suite du communiqué. La communauté de communes Les Vals du Dauphiné, forte de ses 36 communes dynamiques, recevra dans 2 ans les meilleurs coureurs français, femmes et hommes, amateurs et professionnels, et tous les prétendants au maillot de champion de France entre les 25, 26, 27 et 28 juin 2026, une semaine avant le départ du Tour de France. Les présidents de la Fédération française de cyclisme et de la Ligue nationale de cyclisme remercient les porteurs de ce projet, le comité d'organisation du Tour Nord-Isère et la ville départ de la Tour du Pin, ainsi que le département de l'Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je rappelle qu'ils ont été d'un appui fort et utile, d'avoir pu mobiliser leurs équipes et insuffler une motivation collective pour réussir à finaliser cette candidature. À la croisée de la Via des Cinq-Lacs, de la Via Rona et de la Bellavia, les Vals du Dauphiné sont pleinement engagés dans la promotion du cyclisme sous toutes ses formes. Dans cette dynamique, ce territoire a déjà accueilli une étape du Tour de France en 2020, le Critérium du Dauphiné en 2017 et l'Alpe Isère Tour chaque année depuis sa création en 1991. Les championnats de France de cyclisme sur route reviendront en Isère après une première édition organisée dans le département de l'Isère, aux Échelles, en 1980. Cette organisation vient par ailleurs asseoir encore davantage la place du cyclisme de haut niveau dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'organisation des championnats d'Europe de cyclisme sur route en 2025 en Drôme-Ardèche et des championnats du monde de cyclisme UCI 2027 en Haute-Savoie. Pour rappel, les championnats de France de cyclisme sur route regroupent 4 jours de compétition, avec des épreuves contre la montre et des épreuves en ligne pour les coureurs élites, professionnels et amateurs, hommes et femmes, soit environ 600 coureurs et 110 équipes et groupes sportifs, avec 8 titres de champion de France décernés. L'événement accueillera plus de 120 journalistes accrédités et bénéficiera de près de 16 heures de diffusion télévision en direct sur les chaînes de France Télévisions et d'Eurosport pour des audiences cumulées à plus de 10 millions de téléspectateurs. Et en complément de cette attribution majeure, un accord a également été trouvé pour l'organisation préalable en 2025 des championnats de France sur route de l'avenir, qui constituera une autre belle opportunité pour les Vals du Dauphiné de mettre en lumière leurs nombreux atouts touristiques et d'accueillir un public amateur de vélo venant de toute la France pour découvrir ce magnifique territoire. Donc, communiqué de la Fédération française de cyclisme et de la Ligue nationale de cyclisme, qui est disponible sur leur site et qui sera envoyé à toute la presse nationale et régionale. Voilà, donc un bel éclairage pour nos Vals du Dauphiné. Mais je pense que c'est maintenant que ça commence. Hein. On a un peu de pain sur la planche. Hein. Un peu de pain sur la planche. Mais on va s'organiser pour ça. Très bien. Bah, écoutez, je vous propose de passer à la partie délibérative du Conseil communautaire. Et comme je vous l'avais soumis, on va proposer en premier les délibérations concernant le tourisme. Et en particulier, on va démarrer avec la délibération 4.7. Il s'agit d'une convention avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de course d'orientation pour l'entretien et l'expertise de l'espace loisir orientation des Vals du Dauphiné. Et la parole est donnée au vice-président Philippe Latour. Merci Monsieur le Président et merci d'avoir modifié l'ordre du jour. Bonsoir à tous. Donc oui, une première délibération pour en fait reconduire une convention avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de course d'orientation. Vous savez qu'on a 3 parcours de course d'orientation sur notre territoire, un à la Tour du Pin, un sur les communes de Saint-Jean-d'Avelanne, Saint-Martin-de-Volserre et Saint-Albin-de-Volserre, et une 3e sur Val-de-Virieu. Donc comme tout parcours, tout sentier, on a besoin d'entretien. Et cet entretien est confié, on se propose en tout cas de le confier à nouveau à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de course d'orientation, de façon à vérifier que le matériel est toujours en place, qu'il est en bon état,
et avec éventuellement la charge de réparer ce qui ne fonctionne plus. Vous savez que ce sont des petites bornes, notamment pour poinçonner les cartes du parcours. Donc le coût de cette convention s'élève à 600 € TTC par an, donc 200 € de moins que ce qu'on a payé l'an dernier, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Sachant que si besoin, on aura quand même le coût de remplacement à acquitter, mais en général c'est pas forcément le cas. Le matériel est relativement bien respecté. En plus de ces visites de contrôle et de cette maintenance, la Ligue s'engage également à éditer des cartes et des petits visuels qu'on met sur les panneaux de départ pour informer des circuits et à mettre à jour ces documents, le cas échéant, puisqu'il peut arriver qu'on fasse une petite modification de parcours pour des raisons techniques ou de convention. Avez-vous des questions quant à cette convention avec la Ligue ? Bon, si pas de questions, je propose de passer à la délib. Eh bien, il s'agit d'approuver la convention avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de course d'orientation pour l'entretien et l'expertise de l'espace de loisirs orientation des Vals de Dauphiné, de valider le coût de 600 € pour l'année 2024, tout en précisant que les crédits sont bien prévus à l'article 61-56 du budget général. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Donc, la délibération 4.8 qui concerne la convention d'usage et de gestion du circuit de randonnée ludique et pédagogique Rando-Jeux, le Rallye d'Aos. Et c'est Philippe Latour, vice-président, qui va nous présenter cette délibération. Alors là, je vais vous parler de quelque chose qui est en cours depuis des années, puisqu'en fait, on a plusieurs rando-jeux qui sont disponibles dans les offices de tourisme, qui sont ça fait partie des offres qu'on propose à nos touristes sur le territoire. Et parmi les rando-jeux qu'on propose, il y avait ce rando-jeu sur Aos qui était dans les cartons depuis 2019 et dont on n'arrivait pas à finaliser le projet pour des questions de convention et de passage sur un certain nombre de terrains. Et je voulais remercier, alors il n'est pas là, c'est dommage, mais Roger Marcel ce soir pour son implication dans les négociations avec les différents propriétaires pour aboutir à la signature des conventions qui font qu'on est capable aujourd'hui de enfin libérer ce jeu et de le mettre en boutique et de pouvoir le promouvoir. C'était pas une mince affaire parce qu'on avait à la fois des propriétaires privés et également le syndicat du Haut-Rhône qui était dans la boucle, puisqu'en fait le rando-jeu traverse une partie de la zone protégée par le SHR. Donc, ce qui fait que c'est un circuit qui est plutôt très sympa à parcourir, mais qui nécessitait un certain nombre de conventionnements. Donc ceci est fait. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc on va enfin pouvoir mettre à disposition le livret jeu qui avait été créé par la société Rando-Jeux. Et en plus de cela, l'idée c'est de mettre en place les conventions pour assurer la pérennité de ce circuit maintenant qu'il est en place, de façon à ce qu'il puisse vivre quelques années. Donc la première convention, c'est de notre côté nous engager à entretenir les itinéraires qui sont inscrits au PDIPR, à financer et installer le matériel pédagogique sur ce rando-jeu, et notamment des petits panneaux de médiation sur les milieux naturels dans la partie SHR, sur des potelets qui seront mis en place par le SHR justement, et bien entendu à imprimer, diffuser ces livrets de jeu et en assurer la promotion, notamment au sein des bureaux d'information touristique. Le deuxième engagement, c'est celui qui concerne le SHR, donc le syndicat du Haut-Rhône, qui s'engage, lui, à financer et installer le balisage du circuit, donc les fameux potelets en bois et les plaquettes directionnelles tout au long du circuit. Et enfin, troisième acteur dans cette convention, la commune d'Aoste, qui s'engage à signer les conventions de passage avec les propriétaires privés et à entretenir les chemins non inscrits au PDIPR situés sur le foncier communal ainsi que sur les chemins privés. Et là encore, un merci à la commune d'Aoste qui a proposé cet arrangement pour aboutir à une conclusion heureuse de ce projet. Avez-vous des questions ? Je ne vois pas. Je rappelle qu'effectivement, c'est notamment une des actions qui s'inscrit dans le schéma de développement touristique. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que vous aviez un exemplaire de ce nouveau schéma de développement touristique qui a notamment été présenté aux socio-professionnels il y a 3 semaines à peu près. C'est à la médiathèque de Pont-Beauvoisin. Voilà, ce qui nous permet d'avancer sur ces sujets-là aussi. Donc il s'agit d'approuver la convention d'usage et de gestion du circuit de randonnée ludique et pédagogique Rando-Jeux
le rallye d'Aos. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Eh bien, merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 4.9 qui concerne la convention avec la société Creacom Games relative au jeu Circino, le chasseur de trésors, destination Isère. Et la parole est redonnée à Philippe Latour. Alors ça, c'est quelque chose qui concerne un jeu qui existe déjà, hein, puisqu'on a déjà une édition Circino qui a été faite par cette société, qui a été éditée il y a quelques années et qui permet de parcourir sur un plateau de jeu les territoires de l'Isère, dont 2 communes sur notre territoire, la Tour du Pin et Pont de Beauvoisin. Et là, en fait, il s'agit, la société nous a proposé de refaire une 2e édition et donc d'impliquer à nouveau des communes du territoire dans cette nouvelle édition. Et en fait, ça s'inscrit bien dans ce qu'on cherche à faire à la fois au niveau tourisme, mais également au niveau du projet de territoire, de faire rayonner le territoire, de parler de nous. Et au travers de ce jeu, on a la possibilité de mettre en lumière une partie du territoire au travers de communes, puisqu'en fait, dans le petit livret qui est inséré dans le boîtier, dans la boîte de jeu, on a des pages qui sont consacrées aux communes qui sont traversées par les joueurs. Et donc, on pourra rédiger une petite présentation des communes qui seront retenues. Alors, les communes seront retenues directement par Creacom Games. On n'a pas forcément le choix sur les communes, mais les communes se mettront en contact le Creacom Games se mettra en contact avec les communes qui ont été contactées pour rédiger cette petite présentation à destination des joueurs. Donc quelque chose qui ne nous coûte pas grand-chose, hein, puisque la participation est gratuite, mais qui permet de parler de nous, et c'est plutôt sympa. Avez-vous des questions quant à ce partenariat? J'avais fait circuler le jeu Circino en commission tourisme culture il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, il est disponible à la fois à la médiathèque de Pont, dans la ludothèque, et dans les bureaux d'information touristique, et sur des plateformes de vente de jeux, puisque c'est d'ailleurs sur le site de Creacom Games, d'ailleurs, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Mais c'est plutôt sympa, et c'est une action qui est sympathique, et même si on n'a pas des milliers d'exemplaires vendus, ça permet quand même de parler de nous. Très bien, mais écoutez, si vous n'avez pas d'observation, je vous propose de présenter la délibération. Il s'agit d'approuver la convention telle qu'elle vient de vous être présentée par Philippe, en précisant que ça ne nous coûte pas très cher, puisque c'est une convention qui est conclue à titre gratuit. Voilà, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. On revient à l'ordre normal de présentation des délibérations, notamment des délibérations qui ont trait à la thématique des ressources humaines. J'en profite pour vous dire également que vous avez dû trouver sur vos chaises une petite présentation rapide d'un événement important qui s'est passé vendredi de la semaine passée. Il s'agit de la journée du personnel. Donc on a réuni plus de 200 de nos agents à Torchevelon. Je pense pouvoir dire que c'était une journée réussie, stimulante, vitalisante. Il y a eu à la fois la communication des messages sur la façon dont on avançait sur la communauté de communes. Il y a eu une partie de sensibilisation de nos personnels à la volonté de travailler en équipe et de jouer collectif. Et puis il y a eu une partie plutôt consacrée au divertissement. Voilà, c'était de mon point de vue une belle journée. Projet de délibération 1.1 qui concerne les créations de postes pour juillet 2024. La parole est donnée à Daniel Witt. Bonsoir, rebonsoir à chacune et à chacun. Et pour une fois, je ne vais pas dire que c'est une délibération technique, parce qu'elle traduit aussi un certain nombre d'évolutions, notamment en interne, pour des agents. Et donc, c'est une délibération qui va au-delà des ajustements habituels. Avec un premier point, notre responsable communication a souhaité se rapprocher de son domicile et il a trouvé à proximité. Il a demandé un détachement d'une durée de 2 années. Nous avons, après un jury, trouvé la personne qui va lui succéder,
qui nous rejoindra tout début septembre. Et c'est quelqu'un qui habite un territoire tout proche et qui a travaillé sur notre territoire avec beaucoup de réussite. Et donc, il convient de supprimer le poste qui était précédemment occupé et de créer un poste d'attaché territorial à temps complet pour accueillir notre futur responsable de communication. Par ailleurs, nous avons un agent qui était à 28 heures par semaine à la crèche de Chimilin, qui a réussi le concours d'auxiliaire de puériculture, et donc nous souhaitons l'affecter, mais à un poste à temps complet. Donc nous avons les ajustements nécessaires, suppression de 2 postes d'auxiliaire de puériculture à 80%, création d'un poste à 100%, création d'un poste à 60%, parce que la réussite de cette personne a permis de libérer un poste et par chaise musicale, d'autres personnes qui travaillaient avec des quotités inférieures ont candidaté. Ensuite, chose aussi très intéressante, le relais petite enfance, RPE, qui a remplacé le RAM. Vous étiez habitué au relais assistante maternelle, maintenant c'est relais petite enfance. Il est composé chez nous de 8 agents et nous avons un agent qui a choisi d'arrêter cette fonction pour se consacrer à des projets personnels. Et notre responsable, notre directrice des ressources humaines, Marie-Jo Garin, a rencontré l'ensemble des agents. Et les agents ont proposé de ne pas remplacer leurs collègues, mais de permettre le passage à temps complet de ceux qui le souhaitaient. Et ainsi, nous avons un ensemble d'adaptations, supprimer un poste qui n'était pas tout à fait complet pour le transformer en poste à temps complet, supprimer un poste à 80% pour le passer à temps complet, supprimer un 75% pour créer un poste à 50%. Tous les agents sont satisfaits et le service reste avec une présence égale. Ensuite, il est proposé aussi un ajustement concernant les personnes qui font le ménage dans nos bâtiments. Nous avons quelques difficultés avec des sociétés qui ont du mal à trouver des personnes qui restent dans la fonction et des personnes de qualité. Donc nous avons fait un choix. C'est après avoir testé pendant plusieurs mois des personnes par l'intermédiaire d'associations justement intermédiaires, eh bien nous avons retenu des personnes qui vont être embauchées directement. Trois personnes, une pour faire le nettoyage ici, elle est en poste, c'est une jeune dame de la Tour du Pin, un monsieur pour la passerelle qui est de la Tour du Pin, une troisième personne pour différents centres de loisirs, notamment Torchevelon. Et nous avons besoin d'ajuster certains de ces postes, et notamment de supprimer un poste à 51,43% pour le passer à 2/3 de temps. Ensuite, nous avons un agent en charge de la biodiversité qui est affecté sur un emploi non permanent depuis 2 ans. Et compte tenu des missions, de notre souhait de pérenniser l'action, il est proposé de créer un poste d'adjoint technique territorial à temps complet pour intégrer cette personne et avoir un poste moins précaire. Ensuite, notre responsable du service informatique nous a fait part de son souhait d'obtenir une disponibilité pour 3 années. Et nous avons donc lancé un recrutement qui est bien engagé avec un jury qui se réunira avant fin juillet. Et donc, il est proposé, pour pourvoir ce poste, de créer un poste d'ingénieur territorial à temps complet qui prendra en charge le service système de communication et d'information. Ensuite, nous avions créé le 23 mai un poste de technicien principal concernant le service patrimoine et un poste d'adjoint administratif à temps complet concernant le tourisme. Ces postes ont été créés, mais maintenant, avec l'avis du comité technique, nous proposons de supprimer les postes précédents qui sont devenus inutiles. Donc nous supprimons un poste de technicien principal de 2e classe à temps complet et le poste d'adjoint administratif principal de 1re classe à temps complet. Enfin, 2 opérations de recrutement avaient abouti en interne. Une belle satisfaction. Nous avons un fontainier qui est devenu technicien SPANC. Il exerçait cette fonction dans une autre collectivité. Il était rentré chez nous comme fontainier et aujourd'hui, il est technicien SPANC. Et nous avons aussi une autre belle réussite, une jeune femme qui était
agent de médiation culturelle à la Passerelle, et qui vient de prendre la responsabilité de la traversée. Nous avons créé les postes précédemment, mais maintenant, avec l'avis favorable du comité social territorial, nous pouvons supprimer les 2 postes qui sont devenus inoccupés. Donc le poste de technicien territorial à temps complet, le poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps complet. Conclusion, nous vous proposons de créer 9 postes et de supprimer 10 postes. Les crédits sont bien sûr inscrits au chapitre 12 et nous proposons d'autoriser le président à signer toutes les pièces nécessaires. Avez-vous des remarques ou des questions ? Président. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Eh bien, ces modifications sont adoptées à l'unanimité. J'en profite, j'aurais peut-être dû commencer par là, dans la partie introductive du Conseil communautaire, peut-être pour faire remarquer que vous avez probablement aperçu 2 têtes nouvelles de l'autre côté de la table, ici, là-bas. Et peut-être que, Daniel, tu peux parler des personnes qui nous ont rejoints. Avec beaucoup de plaisir. Alors, je vais même, Bernard, avec ta autorisation, je vais même en présenter 3. Je vais dire pourquoi la 3e. Non, mais je vais dire pourquoi. La petite dernière, parce que nous avons eu pendant quelque temps un petit dernier, la petite dernière qui fait semblant de ne pas écouter pour masquer son trouble, que je présente parfois en disant l'épouse de Jean Dujardin, elle s'appelle Cécile Dujardin. Voilà, mais elle va se lever pour que vous puissiez l'applaudir. Voilà. Donc Cécile va occuper le poste tant attendu de chargée de mission, mutualisation, modernisation, attendu par beaucoup de personnes, notamment des vice-présidents qui ont des projets de plans intercommunaux de secours, je ne citerai personne, et autres projets très importants. Donc elle nous a rejoints tout récemment. Elle a détrôné celui qui est arrivé il y a très peu de temps, qui est un homme aussi très attendu, alors qui s'appelle, attention, de son prénom Stéphane, avec un E, et de son nom de famille Christophe. Voilà. Qui est le directeur général adjoint qui a pris en charge la toute nouvelle direction technique. Alors c'est un homme qui était aussi extrêmement attendu, notamment par Christelle Bas, parce qu'il y a beaucoup de chantiers à engager. Alors, je n'ai pas dit, Cécile, elle vient des voies fluviales, c'est ça ? Voies navigables de France. Des voies navigables de voilà. France. VNF, voilà. Et Stéphane, lui, il vient d'un territoire voisin qui est Bugey Sud, autour de Belay. Voilà. Et puis, écoutez, comme moi, je vais présenter une délibération longue, lourde, que je ne vais pas détailler, mais je vais vous faire partager l'esprit, d'une délibération d'une très grande importance. Elle a été rédigée de main de maître par notre DRH, qui est Marie-Jo Guérin. Et l'autre jour, une élue me disait, mais c'est quelqu'un qu'on voit rarement. Alors, c'est une femme de l'ombre, mais qui fait un grand travail, qui a beaucoup de qualités. Et je voudrais aussi que vous puissiez la saluer, Marie-Jo, voilà, et l'applaudir. Alors, elle n'est pas tout à fait nouvelle, parce qu'elle est avec nous depuis combien de mois ? Pas tout à fait un an. Presque une année, mais comme on a tellement fait de choses avec elle, on a l'impression qu'elle est là depuis très longtemps, parce qu'elle s'est plongée. Alors, juste pour vous dire une chose, pendant le Covid, elle était responsable ressources humaines au centre hospitalier Pierre Oudot. Vous voyez ? Donc, c'est aussi une belle expérience. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, eh bien, je vais commencer par dire que cette délibération est très longue. Elle a été un petit peu rallongée d'ailleurs, parce qu'elle est passée à 14 pages, sous l'influence de la sous-préfecture, on va y revenir. C'est une délibération extrêmement riche, extrêmement dense, et qui reprend l'ensemble des éléments concernant le régime indemnitaire de nos salariés. Donc c'est une délibération vraiment fondatrice, l'ensemble depuis la création des Vals du Dauphiné. Alors c'est une délibération qui comporte plusieurs aspects, des aspects très divers.
Le premier aspect, c'est qu'elle va nous permettre, cette délibération, de mettre en œuvre encore davantage un engagement que l'on a pris, le président comme moi-même, particulièrement il y a 1 an à Romagneux, lors de la journée 2023 du personnel, qui était de dire nous reconnaîtrons, y compris financièrement, l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs des Vals du Dauphiné. Alors cet engagement, nous l'avons déjà assumé tous ensemble à l'unanimité une première fois, l'an passé, fin novembre, lorsque nous avons voté la prime exceptionnelle, dite prime pouvoir d'achat, et suivant le barème le plus élevé. Et on peut d'ailleurs tirer un enseignement, puisque les collectivités avaient jusqu'au mois de juin pour verser la prime. Eh bien, l'enseignement, c'est qu'un bon nombre de communautés n'ont pas choisi de verser cette prime. Nous l'avons choisi et nous avons eu des remerciements. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des remerciements des salariés, parce que beaucoup ont été concernés et ils ont beaucoup apprécié. Et à l'époque, lorsque l'on a voté cette prime, nous avons dit qu'il y aura une deuxième étape en 2024. Et pour cela, nous provisionnons au budget primitif une enveloppe, dite enveloppe de dialogue social, enveloppe de 80 000 €, avec comme objectif premier de mettre en œuvre le CIA, le complément indemnitaire annuel, que les autres collectivités et communautés ont mis en œuvre il y a quelques années, mais pas nous. Et donc, cette enveloppe était principalement, mais pas seulement, destinée au CIA. Alors, le CIA, les autres collectivités, quand elles l'ont mise en place, sont démarrées en général à 100 € par an et par salarié. Parfois, dans un deuxième temps, on l'ont porté à 200 € ou 300 €, souvent versés en une seule fois et au mois de novembre. Et dans l'esprit, l'engagement que l'on avait pris de verser en 2024, nous avons réuni en début d'année les représentants du personnel pour leur demander un avis, et ils ont choisi de faire un sondage auprès de l'ensemble des salariés. Sondage qui a connu un taux de réponse intéressant et surtout des réponses très claires. La question était, cette enveloppe de 80 000 €, souhaitez-vous que nous l'attribuions en priorité au CIA? Souhaitez-vous qu'elle puisse aussi répondre à d'autres points ponctuels du régime indemnitaire, notamment la prime centre nautique, qui existe ailleurs, mais pas chez nous, et qui est mise en œuvre pour accompagner les personnes qui, le même week-end, travaillent et le samedi et le dimanche. Ça concerne des maîtres nageurs, ça concerne aussi des personnels d'entretien. Et le rythme, c'est un week-end travaillé sur 3. Autre possibilité pour répartir cette enveloppe de 80 000 €, accroître l'engagement de l'employeur au niveau des tickets restaurants. Et enfin, quatrième et dernière possibilité, accroître l'engagement de l'employeur en matière de mutuelle. Réponse très claire des représentants de l'ensemble des salariés. Oui pour une priorité au CIA, oui au régime indemnitaire d'une manière plus générale, pas de priorité au niveau des tickets restaurants ni au niveau des mutuelles. L'étape suivante a consisté à approfondir le sujet avec le président, avec notre DGS et avec notre directrice des ressources humaines, en ayant alors comme objectif de présenter une proposition au bureau communautaire, à nos collègues de l'exécutif, et aussi en comité social territorial, l'instance paritaire qui réunit les représentants des élus et de l'employeur. Et 2 principes nous ont guidés dans cette approche. Le premier, c'est de respecter le vote des salariés, priorité au CIA. Et deuxièmement, c'est de dire respectons l'esprit du CIA. Et l'esprit, c'est nouveau en matière de fonction publique, puisque c'est d'amorcer une reconnaissance d'une rémunération au mérite, donc suivant les agents et non plus des groupes d'agents. Sur le premier point, nous avons pensé que nous pouvions aller loin en matière de régime indemnitaire et surtout de CIA, c'est-à-dire rattraper en une seule fois notre retard par rapport aux autres collectivités en 2024. Et donc la proposition est de dire, proposons un CIA par personne à 300 € qui sera versé au mois de novembre.
Et 300 €, ça signifie que l'on retrouve notre place en bonne position par rapport aux autres collectivités. Si tous les salariés obtenaient les 300 €, avec une proratisation pour ceux qui sont à temps partiel, nous consommerions 90% de l'enveloppe. Et les 10% seraient affectés à des aspects ponctuels du régime indemnitaire, notamment la prime pour les centres nautiques. Concernant la méthode, il est proposé que le service ressources humaines ait en charge la cotation du CIA. Et pour faire cette cotation, on a parlé de rémunération au mérite. Le service ressources humaines aura en main un élément essentiel qui est la fiche synthèse de l'entretien annuel d'évaluation, avec des grilles, avec des cases cochées. Toute personne qui a sous sa responsabilité des collaboratrices ou collaborateurs doit réaliser pour chaque personne un entretien annuel, plutôt en début d'année. Et nous proposons que le CIA soit composé d'une première partie, une partie socle de 100 €, qui sera affectée, cotée, dès lors que sur la grille, il sera marqué, coché, la case « activité maîtrisée ». Logiquement, nous devrions avoir la totalité, sauf de très rares exceptions, des salariés, puisqu'on peut penser que l'ensemble de nos salariés, l'ensemble a une activité maîtrisée. Donc ce sera 100 € pour cette partie socle. La deuxième partie, les 200 €, et là, ils seront attribués lorsqu'on aura la case cochée « implication importante de l'agent ». Et j'entends souvent des salariés qui nous disent, ou qui disent au président, ou à notre DGS, à notre DRH, nous, toute l'année, nous sommes à fond, à 100% au Val du Dauphiné, on aimerait bien que sur la paye, ceux qui bossent beaucoup soient reconnus. Donc je pense que ceux qui bossent beaucoup, il y aura la case engagement important de l'agent. Et nous avons ajouté une troisième possibilité au cours d'une discussion du comité social territorial, à la demande aussi bien des représentants des salariés que des représentants des élus. Et cette troisième possibilité, elle fait suite à une remarque. Il arrive que sur la grille d'évaluation, la case engagement important du salarié ne soit pas cochée, mais qu'à la place soit cochée la case volonté de progresser. Ça signifie que l'on a des personnes qui ont la volonté, mais qui n'ont pas forcément les résultats. Ça donne aussi une perspective de progression. Et donc, il a été décidé que lorsque cette case volonté de progresser serait cochée, eh bien, la cotation serait à plus 100 €. Donc, qui s'ajouteront aux 100 de socle, donc ça fera 200 au lieu des 300 au maximum. Voilà le mode d'emploi. Si le service ressources humaines estime qu'une fiche n'est pas complète, n'est pas assez précise, la personne chargée de l'évaluation sera réinterrogée. La personne chargée de l'évaluation, elle sera elle-même d'ailleurs évaluée par son N+1 puisque tout le monde est évalué. Et nous avons même prévu, sur proposition de notre directrice des ressources humaines, la mise en place d'une petite cellule dite d'harmonisation. Imaginons, parce que c'est la crainte de certains salariés, que dans un service, nous ayons des cotations particulièrement basses par rapport à la démarche générale. Eh bien, la commission d'harmonisation examinera les choses. Peut-être qu'il y aura une vraie raison et qui expliquera le choix, ou peut-être que nous ferons une séance d'harmonisation avec la personne qui a fait la notation pour voir comment les choses se présentent. Voilà le package qui est proposé. Ça signifie que dès 2024, comme on s'y est engagé, le service ressources humaines va effectuer ce travail de cotation et le tout sera terminé à l'automne pour, en novembre, avec la paye de novembre, verser pour la première fois le CIA. Donc, et le CIA a vocation à être renouvelé chaque année. J'ai évoqué les 90%, restent les 10% restants. Eh bien, en priorité, nous souhaitons mettre en place la prime centre nautique. Les maîtres nageurs qui travaillent le samedi et le dimanche travaillent en général 2 fois 8 heures, donc 16 heures,
À l'ACAPI, qui est parfois donnée comme référence en matière de rémunération, cette prime est de 46,55 €. Nous proposons pour les Vals du Dauphiné de porter cette prime à 45 €. Et il existe aussi des salariés qui ne travaillent pas les 2 jours, enfin les 2 jours complets, mais 1 jour et demi. Et donc là, si le nombre d'heures sur les 2 jours est inférieur à 10 heures, la prime sera de 30 €. Voilà. Et donc là aussi, nous nous mettons en bonne position par rapport à nos collègues. C'est important parce que lorsque l'on recrute des maîtres nageurs, c'est un des éléments parmi d'autres qui compte. Voilà. Donc, avec ces 2 éléments, la mise en œuvre du CIA, la ventilation des 80 000 €, voilà les 2 premiers aspects de la délibération. 3e aspect, nous ne l'avons pas choisi. 3e aspect, on nous l'impose. C'est à la fois la préfecture et la sous-préfecture qui nous imposent de modifier des alinéas de délibération prises ces dernières années sur le régime indemnitaire. Il y a de nombreux mois, les préfectures ont eu des consignes extrêmement précises demandant de reprendre les délibérations au moins des grandes villes et des intercommunalités dès lors qu'elles portaient sur le régime indemnitaire, quitte à remonter plusieurs années en arrière, avec comme consigne, si des alinéas ne sont pas jugés assez clairs, s'ils peuvent prêter à interprétation, les collectivités doivent reprendre leur délibération. Et donc là, je souligne le travail de Marie-Jo, elle a fait un travail d'orfèvre. Elle a dû ciseler certains libellés parce que notre choix était de dire nous ne voulons pas revenir sur le fond, aucun salarié ne doit perdre le moindre euro. Et donc il fallait, pour confirmer les choses, et bien préciser. Alors, de quoi on parle ? De quoi on parle ? Le bulletin de paye de nos collaboratrices, collaborateurs, il est composé d'une première partie qui est à peu près 60%. On va dire que ça, c'est la partie standard. Vous avez un grade, catégorie C, B, A. Vous avez une ancienneté qui donne lieu à un échelon. Et vous avez une rémunération qui est standard. C'est d'ailleurs sur cette partie-là que la retraite est calculée. Et l'autre partie non négligeable, là, elle est laissée à la liberté des collectivités, c'est le régime indemnitaire. Et là, nous avons toujours nos catégories, C pour commencer, B, A. Et dans chaque catégorie, nous avons des groupes de fonctions. Chez nous, il y en a 3 ou 4 par catégorie. Et donc, nous avons des plafonds que l'État fixe et des règles qui sont établies. Ce qui fait que tout cela donne un régime indemnitaire qui n'est pas lié à chaque salarié, mais qui est lié à des fonctions, à des métiers, à des groupes de fonctions. Donc tout cela, imaginez 40% de la fiche de paye de tous nos agents, ça n'est pas négligeable. Et lorsque l'État dit vous allez revoir un certain nombre de choses, nous disons oui, mais nous ne touchons pas les montants qui ont été attribués depuis la création et surtout l'harmonisation des Vals du Dauphiné. En revanche, nous réécrivons l'ensemble des éléments. Et jusque cette semaine, Marie-Jo Garin, elle a eu des échanges avec la sous-préfecture qui a dit oui, mais ça, par exemple, vous avez oublié de parler des agents logés par la collectivité. Effectivement, nous, on n'en a pas. Bon, mais ce n'est pas une raison, il faut quand même que vous le marquiez. Donc, il y a toute une série de modifications. Alors, nous avons une mouture ce soir que nous souhaitons voter et tenir. Et si la sous-préfecture, après, considère qu'il y a encore des choses à discuter, eh bien, on verra comment les choses se passeront. Mais il y a un moment où il faut arrêter les choses. Et le point commun de tous les aspects de cette délibération, c'est qu'on doit regrouper dans une même délibération tout ce qui touche le régime indemnitaire. Voilà, donc il y a, mais peut-être qu'on lui passera tout à l'heure, quelques modifications, bon, on va dire marginales, pour tenir compte des dernières observations de la sous-préfecture. Je termine en disant qu'il y a un 4e aspect qui est aussi important. Cette délibération nous permet de nous alléger d'un carcan, et qui plus est d'un carcan qu'on s'était
imposé à nous-mêmes. Je parlais tout à l'heure des catégories C, B, A, des 3 ou 4 groupes de fonctions. Chaque fois, il y a un barème national avec des plafonds qui concernent toutes les collectivités, de la plus petite commune jusqu'à la ville de Paris, des métropoles jusqu'à l'ensemble des communautés. Alors, quand on a harmonisé au niveau des Vals du Dauphiné, nous nous sommes dit, oui, mais ces plafonds, ils sont très élevés, on ne s'y retrouve pas, nous, on va se faire notre barème. Bon. Et puis, on s'est aperçu que la bonne intention, finalement, elle nous contraignait. Par exemple, lorsque les autres collectivités veulent reconnaître la spécificité du travail de fontainier, eh bien, elles peuvent, en jouant sur le régime indemnitaire. Eh bien, nous, non, parce que notre barème, il ne le permettait pas. Donc, ce que l'on se dit, c'est qu'il est temps de grandir. Assumons, comme les autres collectivités, il y a un barème national. Eh bien, oui, pour ce barème national, tout le barème national, mais rien que le barème national, ce n'est pas la peine de se rajouter une contrainte. Et je rassure, pour autant, le régime indemnitaire, il ne va pas s'envoler, au moins pour 2 raisons. D'abord, c'est qu'on a à respecter notre enveloppe masse salariale. Et croyez-moi, le président, il veille à ce que toutes les enveloppes soient respectées. Et donc là, nous le ferons demain comme aujourd'hui. Et deuxièmement, quand on parle de régime indemnitaire, encore une fois, nous ne sommes pas sur l'individu. On est sur l'individu que pour le CIA. Mais là, on n'est pas sur l'individu, on est sur le groupe de fonctions, parfois de métiers, si on parle des fontainiers. Et donc là, on a une équité à avoir. On ne peut pas se dire tel individu, il va avoir une indemnité qui va être plus élevée que les autres. Il faut qu'on reste dans l'équité. Donc, nous vous proposons d'assumer ce barème national de manière à ne plus avoir de difficultés. Voilà, je termine en disant, on peut considérer que nous avons fait une belle avancée en matière de régime indemnitaire. Il faudra quand même qu'on se pose la question, parce que tous les 4 ans, on doit se la poser, de savoir si on le modifie. Je parlais tout à l'heure des groupes de fonctions, si on fait des ajustements. Les représentants du personnel nous ont dit attention, c'est tous les 4 ans. Donc effectivement, tous les 4 ans, on doit se poser la question. On ne doit pas tout refondre, mais on doit se poser la question. Donc on se posera en temps voulu la question. Ensuite, nous avons un autre chantier en cours pour les ressources humaines. On l'a évoqué il y a peu de temps, c'est le plan triennal de l'égalité des genres, c'est-à-dire l'égalité femmes-hommes. Le groupe de travail est en place, on a lancé un appel à candidature, 17 personnes se sont proposées. Le groupe de travail a fait une première réunion, il va avancer à un bon rythme et il est piloté par Florence Mensa. Florence Mensa qu'on connaît plus dans la fonction Petite Ville de demain, Pont de Beauvoisin, mais qui, pour une partie de son temps, est en train de piloter ce groupe de travail. Et puis je termine par l'annonce qu'a fait le président la semaine dernière, vendredi dernier à Torchevelon, qui est l'annonce de se pencher maintenant sur un sujet qui nous est cher, qui est le mieux-être au travail. Et donc là, nous avons choisi un cabinet pour un accompagnement. Au mois de septembre, nous allons nous pencher sur cette situation. Les salariés sont interrogés. Objectif, faire un état des lieux, et objectif aussi, trouver les moyens d'améliorer ce bien-être au travail, de conforter. C'est une notion que j'avais évoquée, moi, lorsqu'on a changé l'exécutif, et c'est une notion sur laquelle nous allons maintenant pouvoir travailler. Alors, pour conclure, un petit coup de projection peut-être. Est-ce qu'on a du jaune sur notre... voilà. Eh bien, voilà. Alors, juste quelques mots. Bien sûr, nous signalons que les fonctionnaires des VDD sont non logés, hein, aucun agent de la communauté de communes, voilà. Donc ça, OK. Nous gardons les minimums du régime indemnitaire qui étaient jusque-là. On n'en a pas forcément besoin, mais on les garde quand même. Ensuite, nous avons, oui, une précision. L'IFSE ne pourra pas être versé aux agents indemnisés par ailleurs au titre des régimes d'astreinte. On ne peut pas avoir la prise en compte de 2 manières de la même chose. Donc, OK, on le précise.
Et puis, on supprime l'aspect qui était valorisation pour affectation sur des missions d'un groupe de fonctions supérieures. Donc ça, on l'enlève carrément. Et à la fin, nous allons avoir le régime national avec des plafonds qui sont supérieurs nettement à ce que l'on a, nous. Mais ça nous donne une liberté qui est la même que celle de nos collègues. Voilà, et puis pour le reste, non, qu'est-ce que c'était la petite chose là? Montant du CIA, bon ben là, il n'y a pas de changement, c'est pour vous le rappeler. Les montants que l'on a évoqués, les 100 € de la part socle, les 200 € pour la case engagement particulier et les 100 supplémentaires pour la case volonté de progresser. Voilà, encore une fois, délibération fondatrice avec un souhait, c'est que la sous-préfecture soit totalement satisfaite. Y a-t-il des remarques ou des questions? Michel. Oui, bonsoir, Michel Cléyemer de Saint-André. L'aspect du CIA, tout ça, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, très bien, moi je suis tout à fait en phase avec ça. Daniel, quand tu présentes, tu dis que le CIA, il y a à peu près 80 000 € qui sont prévus pour ça. Donc ça veut dire qu'il y aura à peu près, 72 000 € de distribués. Et il restera, si c'est 90%. Par contre, ça veut dire qu'on considère que tout le monde aura son maximum. Non. J'ai dit simplement, pour donner un ordre d'idée, notamment aux représentants du personnel, si tout le monde avait le maximum, on serait à 90% de l'enveloppe. On serait un peu en dessous. Le solde qui n'est pas utilisé pour le CIA, il est utilisé pour le régime indemnitaire en général, notamment pour la prime centre nautique que j'ai évoquée, qui a été chiffrée. Et puis j'ai évoqué aussi la possibilité d'avoir un ajustement pour les fontainiers, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Et donc, entre le CIA et les ajustements régime indemnitaire, nous arriverons à la consommation des 80 000 €. On verra si c'est à quelques euros près, mais on ne devrait pas être loin du plafond. Parce que pour que ça ait du sens pour les gens qui travaillent bien, qui sont investis et tout, il faut que... Voilà, ou alors que tout le monde travaille vraiment très très bien, là c'est top, mais il faut que les méritants aient, voilà, parce que c'est mon avis. Nous pourrons par exemple l'an prochain, parce que c'est quelque chose qui sera communiqué au comité social territorial, nous pourrons communiquer le nombre d'agents ayant obtenu 100 €, le nombre d'agents ayant obtenu 200 €, le nombre d'agents ayant obtenu 300 €. On restera sur les temps complets, les équivalents temps complets, pour avoir une idée. Moi, ce que j'ai simplement voulu dire, c'est que nous restons dans l'enveloppe, avec le montant plus les autres aspects du régime indemnitaire. Nous resterons dans l'enveloppe. Marie-Jo, elle a fait le calcul pour la prime centre nautique. Elle a fait le calcul pour les fontainiers. Donc pour nous, on avait un engagement par rapport au budget, c'est de dire cette enveloppe de 80 000, elle va répondre à l'attente des salariés, elle va respecter aussi l'esprit CIA, et cette enveloppe va nous permettre à la fois de mettre en œuvre le CIA et puis d'avoir quelques ajustements régime indemnitaire en général. Très bien, merci. Bien, donc vous l'avez compris, le travail qui a été fait, on avait fixé des objectifs au départ, un certain nombre d'objectifs. Parmi ces objectifs, il y avait la volonté de développer un dialogue social constructif avec nos agents. Il y avait aussi la volonté de reconnaître le travail et l'implication de nos agents. Et il y avait aussi la volonté de retrouver de l'attractivité, et notamment pour pouvoir recruter les bons profils pour porter le projet qu'on souhaite porter. Et je crois qu'à ce propos, les différentes actions qu'on a menées, et notamment notre projet de territoire, les ajustements qu'on fait sur notre politique sociale,
permettent d'attirer des nouveaux profils qui sont particulièrement intéressants et qui viennent bien compléter les compétences qu'on a parmi nos agents, sur l'ensemble de nos agents dans nos équipes. Voilà, donc je pense qu'il y a eu un gros travail de fait pour se rapprocher de cette ambition. Et par rapport à ta remarque, Michel, effectivement, je te confirme qu'on a bien ces éléments en tête également. Jean-Louis Reynaud, donc maire de Pressin. Je me pose la question sur le budget de 80 000 €. C'est bien un budget qui comprend les charges salariales et les charges patronales. Tout est compris. Tout est compris. Donc le net, ce qui serait bien, c'est qu'on connaisse le net pour 100 € distribués. Aucun problème, j'ai mon joker. Voilà. Non, mais c'est pas un joker, c'est juste qu'on soit précis par rapport, mais le joker, par rapport au compte rendu, quoi. Le joker, c'est Marie-Jo. Bernard, si tu l'autorises. Alors, je n'aurai pas la réponse précise, mais c'est vrai que c'est différent aussi si l'agent est titulaire ou contractuel, puisque les charges ne sont pas les mêmes. Voilà, donc 5% en gros pour les titulaires et 25% grosso modo pour les contractuels à retirer. Pardon, charges patronales comprises. Ah non. Ah non, oui, c'est ça. Ça c'est pour l'agent. On parle d'un budget de 80 000, mais c'est 80 000 hors charges patronales. Dans les 80 000, les charges patronales sont comprises. Voilà. C'est par rapport aux 100 € que je vous donnais les indications pour ce que va percevoir réellement l'agent. Notre budget, charges comprises. Donc on est bien sur... et puis l'agent percevra moins les pourcentages évoqués par Marie-Jo. OK ? Donc on respecte notre enveloppe. Et on s'aligne. On est en bonne position par rapport aux collectivités homologues. Voilà, Président. D'autres remarques? Non? Eh bien, écoutez, je vous propose de passer à la délibération. Il s'agit donc d'adopter les conditions d'attribution du RIFSEP aux agents de la communauté de communes à compter du 1er septembre 2024, d'abroger les délibérations 462-2018-80 du 5 avril 2018 et 580-2018-199 du 27 septembre 2018, 1336-2021, 17 du 18 février 2021 et 1410-2021-91 du 6 mai 2021 relative à l'instauration et aux évolutions du RIFSEP au sein de la communauté de communes. Et tout en précisant que les crédits, toutes charges comprises, sont prévus au chapitre 012. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie de cette décision. Projet de délibération 1.3 et qui concerne la subvention 2024 à l'amicale du personnel des Vals du Dauphiné. La parole est à Daniel Witt. Oui, c'est une amicale qui a changé de bureau, qui a renouvelé ses membres et qui va poursuivre sur une belle dynamique. C'est une amicale qui concerne les salariés des Vals du Dauphiné, mais aussi depuis quelques années les salariés de nos communes, si les communes ont accepté de participer et si les agents des communes adhèrent. Donc pour ce qui concerne les collectivités, la participation c'est 100 € par tranche de 10 salariés. Et pour ce qui est des agents, la cotisation est de 15 €. Et l'amicale propose un ensemble de possibilités avec des réductions, avec des groupements d'achat, beaucoup de développement en ce moment. Ils ont de très belles perspectives. Et la délibération porte sur notre participation. Nous respectons la base de 100 € par agent. Nous avons dénombré 273 agents qui peuvent adhérer. Et donc, nous proposons de verser 2 800 € à l'amicale des personnels. Y a-t-il des remarques ou des questions? Les communes ont reçu ou vont recevoir pour l'année 2024 l'appel à cotisation. On a déjà reçu
les bulletins à transmettre à nos salariés qui voulaient adhérer, parce qu'il y avait notamment des achats qui étaient en cours. Donc là, on a fait suivre, et je crois que maintenant, c'est la délibération sollicitant la participation des communes qui va être adressée. Président. Il s'agit donc d'approuver l'attribution de cette subvention de 2 800 €, tout en précisant que les crédits sont bien prévus au compte 65 748. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. On passe à la délibération 2.1, qui concerne maintenant le sujet de l'eau et de l'assainissement, et en particulier le rapport sur le prix et la qualité du service eau et assainissement pour l'année 2023. Et Frédéric Lelon va nous présenter cette délibération. Merci, Monsieur le Président. Donc, rapport RPQS eau et assainissement. Donc, de dire que le rapport a été présenté, discuté et validé à la commission eau et assainissement. De dire également que le RPQS met en avant la connaissance du patrimoine, du réseau, sur dans sa qualité et sa quantité, sur l'eau, sur ses aspects microbiologiques et physico-chimiques, et également sur essentiellement les stations d'épuration. Donc 2-3 points à noter qui sont, je pense, qui reflètent une excellence et la qualité du service qui est délivré aujourd'hui par les services. Donc je tiens à le souligner à nouveau, parce qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Donc sur la qualité de l'eau, nous sommes aujourd'hui conformes à 100% pour l'aspect microbiologique, à 99% sur l'aspect physico-chimique. Ces défauts seront gommés suite aux investissements qu'on a fait, entre autres sur Saint-Clair avec le puits de Passeron. Donc c'est un ouvrage qui est opérationnel aujourd'hui, et c'est un investissement qui représente 800 000 €. Donc belle performance. Sur également la performance du réseau, nous sommes à 80%, soit une augmentation de 8,9% par rapport à l'année précédente. Donc également belle performance qui tient essentiellement, à la réorganisation du service, et ensuite le focus qui a été fait sur les différentes fuites. Et ensuite, sur les stations d'épuration, donc comme on le sait, on a 4 points noirs. Ces points noirs seront gommés en 2024, en ce sens que Saint-Victor, le passage Sainte-Blandine, les stations sont quasiment... Enfin, l'ensemble des travaux sont terminés. Nous attendons aujourd'hui la connexion au niveau électrique pour pouvoir mettre en place l'ensemble de ces stations. Donc en 2024, on n'aura plus ces défauts. Donc la portée de la délibération aujourd'hui, c'est d'approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service eau-assainissement pour l'année 2023. Y a-t-il des questions? Eh bien, je vous propose de passer à la délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, décision adoptée à l'unanimité. Je profite de l'occasion, puisque Frédéric a évoqué les travaux qui ont été faits, notamment entre les steppes de Saint-Victor-de-Cessieux et de la Tour du Pin, pour remercier les habitants du territoire qui ont été compréhensifs dans cette phase travaux, pour lequel nous avons dû faire des déviations routières qui étaient un peu contraignantes. Les travaux ont été légèrement plus longs que ce qui était prévu. Et donc, voilà, je voulais souligner et remercier les habitants d'avoir été compréhensifs pendant cette phase travaux. On passe à la délibération 2.2, et qui concerne l'abandon définitif de la ressource en eau destinée à la consommation humaine du captage des léchères à Cessieux. La parole est à Frédéric Lelon. Donc, en substance, la proposition qui est faite, c'est d'abandonner la source, le captage des léchères, en ce sens qu'il n'alimente plus aucune habitation depuis 2020. Donc en 2020, nous avons pris la décision d'alimenter les 3 habitations que desservait le captage des léchères par le CPEC. Donc cette opération a été faite, et donc la proposition est d'abandonner cette ressource puisqu'elle ne sert plus à rien. Par contre, on paye toujours des analyses. Donc la conséquence d'abandonner cette ressource, c'est que les eaux provenant de ces ressources ne pourront plus être utilisées en vue de l'alimentation du réseau de distribution publique. Ces ressources devront être effectivement séparées du réseau public d'alimentation en eau potable par des moyens techniquement appropriés, ce qui a déjà été fait. Et ensuite, les analyses réglementaires de l'eau de ces captages engagées au titre de l'article R 1321-15 du Code de la santé publique seront supprimées du programme annuel d'analyse à l'initiative de la délégation départementale de l'Agence régionale de santé.
Aujourd'hui, on paye des analyses pour rien puisqu'on n'a pas administrativement abandonné cette ressource. Donc la portée de la décision, c'est l'abandon définitif pour la consommation humaine des ressources en eau du captage des déchets sur la commune de Cessieux. Y a-t-il des questions? Non. Eh bien, y a-t-il des oppositions à l'adoption de cette délibération? Des abstentions? Délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération 2.3 qui concerne la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la commune de Romagneux et la communauté de communes pour la requalification de la base de loisirs au lac à Romagneux. Et donc Christelle Bas va nous présenter cette délibération. Alors la commune de Romagneux a souhaité requalifier sa base de loisirs, donc en démolissant certains bâtiments et en construisant 3 nouveaux et en refaisant les extérieurs aussi. Donc la commune a sollicité la communauté de communes dans le biais de la mutualisation pour lui confier certaines missions de la maîtrise d'ouvrage pour ce projet. Donc cette décision consiste à la communauté de communes, à confier à la communauté de communes la mission de réaliser pour le nom et pour le compte de la mairie de Romagneux une partie des tâches qui lui incombent dans ce projet. Donc les VDD s'engagent à réaliser les opérations dans le respect du programme et dans l'enveloppe définie par la commune de Romagneux, donc, et inscrit à son budget. Donc les missions comportent notamment certaines choses. Donc, un premier point, assistance pour le choix des marchés des études et des prestations intellectuelles, contrôle technique, SPS, etc. Une assistance pour le choix des titulaires pour les marchés de travaux. La signature des marchés de travaux avec approbation par la commune de Romagneux, par la commission d'appel d'offres, entre autres. Paiement au nom et pour le compte de la commune de Romagneux des intervenants de l'acte de construire. Gestion financière et comptable de l'opération. Gestion administrative de l'opération. Assistance aux maîtrises d'œuvre pour le contrôle de la conformité technique de l'exécution des travaux. Organisation préalable pour la réception des travaux et de l'ouvrage. Suivi des levées et réserves et de la période de garantie de parfait achèvement des travaux. Donc, la convention de mandat établie précise les conditions de ce mandat de maîtrise d'ouvrage. Donc, l'enveloppe de l'opération définie préalablement et inscrite dans le budget de la commune de Romagneux s'établit à ce jour à 4 688 870 € hors taxes, dont 3 273 768 hors taxes de travaux. Donc la durée prévisionnelle de la convention pour ce mandat de maîtrise d'ouvrage est estimée à 37 mois, à compter de la convention de la signature de la convention précise, jusqu'à la fin de garantie de retrait et parfaitement d'achèvement des travaux. L'intervention des services de la communauté de communes est évaluée à 1% du montant des travaux, soit la somme de 32 738 € hors taxes. Il est proposé au Conseil communautaire d'accepter le mandat de maîtrise d'ouvrage confié par la commune de Romagneux dans les conditions précisées ci-dessus. La portée de la décision, c'est d'accepter le mandat de maîtrise d'ouvrage confié par la commune de Romagneux pour la requalification de la base de loisirs au lac. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Et je propose que Céline nous dise quelques mots sur ce beau projet. Donc Céline Revol, maire de Romagneux. Donc effectivement, c'est un beau projet. C'est un projet qui est ambitieux et avec plusieurs enjeux. Donc c'est un projet qu'on travaille depuis 3 ans et demi maintenant. Effectivement, c'est une somme qui paraît un petit peu importante, mais la réflexion de la commune était d'optimiser un petit peu tous ces investissements par rapport aux infrastructures existantes et par rapport aux infrastructures dont on aurait besoin comme une salle polyvalente. Donc la base de loisirs, effectivement, qui a été créée en 86, arrive un petit peu à bout de souffle. Donc ça faisait quelques années qu'on mettait des pansements sur des plaies, comme je dis, et elle était un petit peu obsolète si on voulait se projeter un petit peu dans les 15 ans à venir.
Donc pour les 15 ans à venir, que ce soit au niveau de la commune, au niveau de notre interco, puisque la base de loisirs de Romagneux a été qualifiée comme être une locomotive aussi pour les Vallées de Dauphiné en termes de loisirs, puisque c'est la seule base de loisirs qui existe sur les Vallées de Dauphiné. Donc on a pris le pari de porter ce projet. Je ne vous cache pas que c'est un projet qui est ambitieux, qui nous demande beaucoup de travail, d'où notre partenariat avec Virginie Montigny, que je remercie parce que nous avons commencé à travailler ensemble et elle fait un travail remarquable d'accompagnement. Elle est très, j'ai envie de dire, très, très cadrée dans son travail et avec nos architectes, etc. C'est quelqu'un qui est là pour nous guider et voilà, la confiance est là. Donc on travaille vraiment main dans la main avec Virginie. On se voit très régulièrement en ce moment et c'est pas fini. Donc voilà. Donc on avait déjà eu cette expérience d'accompagnement à maîtrise d'ouvrage quand on a fait la cure de Romagneux, qui était déjà un gros projet. Donc ça s'était bien passé. Donc on renouvelle l'expérience qui démarre très bien. Et donc l'idée, donc là on va rentrer en phase APD 31 juillet. Donc les travaux vont commencer début d'année 2025 et on espère, et on en sera prêt je pense pour les championnats de France du cyclisme. Voilà. Normalement ça devrait matcher pour la saison 2026. Voilà. Donc on a pour effectivement bien 15-16 mois de travaux. Donc dans ces travaux, il faut que je précise, donc il y aura un bâtiment, donc salle polyvalente que l'on n'a pas actuellement sur la commune. On va refaire un restaurant un petit peu bistronomique avec une partie snacking pour garder ce côté un petit peu plus léger pour l'été. Et on aura un bâtiment qui va servir de stockage à toutes les associations, à notre comité des fêtes et à la commune avec une salle communale et associative et les sanitaires qui vont bien, etc. Et les parkings. Voilà. Donc sur ce montant, bien sûr, on a réfléchi, donc il y a des travaux qui peuvent être phasés si on a besoin. Donc là, on attend les chiffrages définitifs APD, mais voilà, je pense qu'on est bien parti. Voilà. Merci beaucoup. Merci Christelle. On a déjà hâte d'aller découvrir. Bien, projet de délibération 2.4. Qui concerne le développement durable et notamment le débat que nous devons avoir sur la cohérence entre les zones d'accélération. Si, j'ai fait voter, non? Si, je suis presque sûr. Je suis presque sûr qu'on a voté. Allez, par acquis de conscience, mais je suis sûr qu'on a voté. Si. Allez, par acquis de conscience. C'est après le vote que tu as proposé l'intervention. Exactement. Je suis sûr. Mais c'est pas grave. Par acquis de conscience, on va repasser. Ouais, et puis, comme ça aura été doublement approuvé, tellement ce projet nous fait plaisir. Parce qu'il contribue aussi à l'attractivité du territoire. Donc, sur cette convention de maîtrise d'ouvrage, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Eh bien, merci. Projet de délibération 2.4 sur le développement durable. Et il s'agit du débat sur la cohérence entre les zones d'accélération d'énergie renouvelable et le projet énergétique territorial. Et c'est Gilles Bourdier, vice-président, qui va nous présenter ça. Merci. On en a déjà parlé de nombreuses fois lors de cette assemblée, en commission développement durable, ainsi qu'en conférence des maires. Chaque commune était, on va dire, invitée par le législateur à désigner des zones d'accélération des énergies renouvelables dans le cadre de la loi dite APER, loi du 10 mars 2023. Donc les communes du territoire se sont mobilisées, ont été accompagnées par les services des VDD, et je tiens ici à les saluer et à les en remercier. Ont travaillé sur un certain nombre de zones en fléchant à la fois des énergies et des zones assez précises sur leur territoire. Se sont déroulées 2 séances publiques de concertation et de présentation qui regroupaient pour chacune à peu près moitié des communes du territoire.
Et l'ensemble des zones a été agrégé sur un portail qui a été développé par un prestataire afin de valider ou non la cohérence entre l'ensemble de ces zones et le schéma principal issu du PCAET, et en tout cas pour ses principales ambitions. Ce qu'on constate en prenant un peu de hauteur, sans faire de mauvais jeu de mots sur les ombrières, c'est que, bien évidemment, et sans réelle surprise, en fait, c'est plutôt l'énergie solaire et l'énergie photovoltaïque en particulier qui semble porter l'adhésion des communes du territoire, ce qui n'est pas étonnant puisque finalement les analyses qui ont été faites en amont dans le cadre du PCAET ont démontré qu'il y avait un potentiel assez fort sur notre territoire, potentiel qui, par définition, n'était pas exploité. Sinon, il aurait s'agi pas d'un potentiel, mais d'une réalité. En deuxième lieu, en deuxième position, j'ai envie de dire, c'est le solaire thermique, ou plus communément les chauffe-eau solaires qui apparaissent comme étant une source non négligeable d'énergie renouvelable sur notre territoire. Et puis après, de manière un peu plus anecdotique, j'ai envie de dire le bois énergie, puisque notre territoire est déjà bien doté sur cette source d'énergie, la géothermie. Je passe sur l'hydroélectricité, puisque le potentiel est très marginal sur notre territoire. Et le biogaz ou biométhane, qui finalement n'a pas été nécessairement mis en avant par les communes en termes de potentialité. Mais on peut d'ores et déjà noter qu'on a 2 méthaniseurs qui sont en activité sur notre territoire. Lorsqu'on regarde tout ça, finalement, on se rend compte que, tant en termes de diversification des énergies, mais que de potentiel, on constate quand même une certaine forme de cohérence, et c'est tant mieux, entre ces différentes zones et le projet énergétique territorial qui est décrit dans le PCAET. Voilà en quelques mots. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute et je tâcherai d'y répondre. Bien. Donc la portée de la décision vise à donner un avis favorable sur la cohérence entre les zones d'accélération d'énergie renouvelable et le projet énergétique territorial traduit dans le PCAET, tel que ça vous a été présenté, et soutenir le développement des énergies renouvelables du territoire conformément à la politique publique associée. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc là aussi, un projet important, et je vous remercie de l'adopter à l'unanimité. Projet de délibération 2.5, et qui concerne l'adhésion à l'association Vélo et Territoire sur la thématique de la mobilité. Et c'est Gilles Bourdier, de nouveau, qui va nous présenter cette délibération. Merci. L'association Vélo et Territoire, comme son nom l'indique, est une association qui regroupe des collectivités territoriales de différentes tailles, de la commune jusqu'à la région, qui sont mobilisées et qui souhaitent développer le vélo, tant au quotidien que le vélo loisir. Finalement, c'est une délibération qu'on aurait pu porter à deux avec mon éminent collègue Philippe Latour. Adhérer à Vélo et Territoire, vous allez me dire pourquoi encore une énième peut-être association. Cette association-là, déjà, y adhérer, c'est montrer encore plus la volonté de notre territoire de promouvoir le vélo, tant au quotidien qu'en termes de vecteur d'attractivité touristique. C'est aussi accéder, parce que cette association est structurée, ancienne, compétente, à un certain nombre de ressources, à la fois humaines, techniques, au travers des conférences, au travers de l'accompagnement, pour nous aider aussi à développer et à conforter ces ambitions politiques de développement du vélo, vélo touristique, vélo du quotidien. Voilà. Cette adhésion est une somme relativement modique. On parle de 500 € par an et de un pouillème 0,005 centimes par habitant. Quand on met bout à bout, ça nous fait du 825 € pour notre territoire pour une année. Voilà. Donc la proposition qui vous est faite, c'est d'adhérer à cette association, au moins pour un an, et puis de mesurer les bénéfices que l'on peut avoir d'adhésion à cette association. Des questions? Je vous propose d'approuver l'adhésion de la communauté de communes à cette association Vélo et Territoire. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, la délibération est adoptée à l'unanimité.
On passe à la 2.6, toujours sur le sujet des mobilités, et qui concerne les modalités de déploiement du service de location de vélo à assistance électrique Véloval. Donc voilà une première avant-première sur le nom du dispositif. Et puis peut-être un petit roulement de tambour, si on peut dévoiler les vélos. Deuxième roulement de tambour de la soirée. Et cette délibération va nous être présentée par Gilles Bourdier. Voilà. Alors, j'aurais aimé arriver dans cette salle devant vous en vélo. Malheureusement, ils n'ont pas encore été livrés. Donc, ça sera peut-être pour une autre fois. Plus sérieusement, donc ce service de location de vélo à assistance électrique s'inscrit pleinement dans le cadre du schéma directeur mode doux que nous avons adopté fin 2023. Lors du dernier conseil communautaire, nous avions également délibéré pour solliciter la région pour nous accompagner financièrement dans l'acquisition des 21 premiers vélos. Donc ces 21 premiers vélos ont été commandés il y a déjà quelques temps. Ils sont en cours de production. Ils devraient normalement nous être livrés courant juillet, sauf incident de dernière minute. L'idée étant de lancer le service dès la rentrée du mois de septembre, donc ce service de location de vélo qui s'appellera Véloval, de façon à bien marquer l'identité du territoire. Le choix des couleurs a également été fait pour bien marquer l'identité du territoire. Il s'agit bien d'un service VDD offert aux habitants du territoire. Voilà. Le prestataire qui sera en charge à la fois de la mise à disposition des vélos et de leur entretien a été choisi après appel d'offres. Le président vous a fait lecture en début de séance d'une décision qui a été prise à ce niveau-là. Il s'agit d'un opérateur de portée nationale pour la partie location, et puis d'un opérateur technique local pour la partie vraiment gestion de la flotte, réparation des vélos, mise à disposition des vélos auprès des habitantes et des habitants sur 4 lieux du territoire. De mémoire, Saint-Victor-de-Cessieux, la Tour du Pin, les Abrins Dauphinés et Pont de Beauvoisin. Ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'approuver, si évidemment vous en êtes d'accord, les conditions générales de location du service, qui ont fait l'objet de nombreux échanges en commission, et c'est très bien, tant sur la durée de la location que les différents types de tarification. Il y a eu un consensus et sur des durées de location plutôt moyennes, courtes, de 1, 3 et 6 mois. L'idée étant quand même de permettre une rotation de cette flotte et de la faire bénéficier au plus grand nombre des habitants, même si je précise si le succès est au rendez-vous, ce dont je ne doute pas, on sera probablement amené à compléter cette flotte de vélos complémentaires les années suivantes. Le principe étant quand même de donner envie aux habitants de tester le vélo et de franchir le pas et de se doter par eux-mêmes de vélos à assistance électrique ou non d'ailleurs, mais enfin de se rendre compte du côté pratique et intéressant du vélo. Donc 3 tarifications selon la durée, tarification qui peut être et qui sera modulée d'un point de vue tarifaire pour des raisons solidaires. Donc la tarification solidaire sera pour les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA, les étudiants et alternants de moins de 26 ans, ainsi que les personnes inscrites à la mission locale Nord-Isère. Donc évidemment, vu la valeur vénale des vélos, une caution sera demandée, qui ne sera évidemment pas encaissée, mais qui sera sous forme d'empreinte bancaire. Et puis, voilà, le mandataire qui a été retenu aura à sa charge d'appliquer la tarification, de facturer aux utilisateurs l'accès au service, et puis la facturation mensuelle, encaisser et reverser à nous-mêmes le montant des locations, et voilà, de procéder aux réparations, étant entendu que le montant des réparations a été forfaitisé au plus possible sur les réparations courantes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise en cas de réparation. Alors je précise, je ne parle pas de réparation liée à l'usage du vélo naturel, mais bien aux réparations liées à un mauvais usage du vélo, à une casse ou une chute, etc. Y a-t-il des observations ou des questions? Non? Oui.
Céline Rebol, maire de Romagneux. Si toutefois il y a des personnes qui voudraient faire un petit peu une location-vente, est-ce que c'est possible? Si les personnes sont satisfaites du vélo, est-ce que c'est possible au bout d'un certain temps d'avoir la possibilité d'acheter le vélo des Vallées Fini ou pas? Oui, alors alors effectivement cette possibilité d'acheter les vélos qu'on met en location a été évoquée. On l'a pas perdu de vue et ça se présentera effectivement quand on sera amené à renouveler la flotte et non pas à la compléter, c'est-à-dire après quelques années d'utilisation. On s'orientera probablement vers une vente à prix préférentiel, mais ça sera des vélos qui auront quand même déjà quelques kilomètres au compteur. Pas d'autres questions? Donc il s'agit d'approuver les tarifs de location et le montant de la caution du service de location, d'approuver la convention de mandat d'encaissement de recettes et de paiement, et d'approuver les conditions générales de location du service Véloval, tout en précisant que les crédits sont bien prévus au compte 611. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération 3.1 qui concerne le sujet de l'enfance, et en particulier la modification du règlement intérieur des accueils de loisirs sans hébergement, à compter du 1er septembre 2024, et en l'absence du vice-président Michel Serrano, c'est Daniel Witt qui présente cette délibération. Notre collègue Michel Serrano nous rappelle que notre collectivité gère en direct 7 accueils de loisirs sans hébergement, ALSH, pour accueillir des enfants de 3 à 11 ans. Il nous rappelle les communes Cessieux, Dolomieu, Torchefelon, Pont-de-Beauvoisin, La Tour-du-Pin, Aoste et Rochetoirin. Bien sûr, nous nous appuyons sur un règlement intérieur dont je ne vais pas parler dans le détail, avec une petite mise à jour contenue dans cette délibération qui concerne un point bien précis, les délais d'annulation d'inscription des familles aux ALSH pour la période estivale. Auparavant, les familles disposaient d'un délai de 3 semaines avant la date butoir pour modifier ou annuler leur inscription. Ce délai, dorénavant, passera à 4 semaines. C'est la seule modification du règlement qui vous est proposée. Président. J'imagine que vous n'avez pas de questions particulières sur le sujet. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe au sujet du développement économique avec la délibération 4.1 et qui concerne l'acquisition et cession de partiels à l'entreprise Lafarge Béton dans la zone d'activité Le Chapelier à Saint-Jean-de-Soudain. Et cette délibération nous est présentée par Jean-Paul Bonnetin. Merci Président, bonsoir à toutes et tous. 3 délibérations de même nature en fait qui nous renvoient. Merci. 3 délibérations qui nous renvoient aux années 2005-2007 et la réalisation de travaux de voirie par la communauté de communes des Vallons de la Tour au titre de l'aménagement de la zone du Chapelier. Et plus précisément sur l'impasse de la Bourbe et sur le chemin du Marais. Ces travaux de voirie nous ont conduit à élargir la voirie en empiétant sur des parcelles privées et à l'inverse, à avoir besoin d'une faible partie de parcelles privées pour réaliser ces travaux de voirie. Donc ces 3 délibérations régularisent, vous allez me dire il était temps, depuis les années 2005-2007, mais il n'est jamais trop tard, donc de régulariser ces emprises foncières et cadastrales. La première délibération, la 4.1, concerne l'entreprise Lafarge Béton, avec l'acquisition d'une parcelle de 400 mètres carrés au prix de 20 € du mètre carré, soit un total de 8 000 €. Et une cession, à l'inverse, d'une parcelle après division cadastrale de 100 mètres carrés à l'entreprise Lafarge Béton toujours, au prix de 20 € le mètre carré, soit un total de 2 000 €. Donc une acquisition pour 8 000 €, une cession pour 2 000 €. Voilà la première délibération, Président. Avez-vous des questions? Non. Eh bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adoptées à l'unanimité. On passe à la suivante sur le même sujet de cession de parcelles, cette fois à l'entreprise Onyx, sur la même zone d'activité. Voilà, avec les mêmes considérants. Donc, en l'espèce, s'agissant de l'entreprise Onyx, il nous s'agit d'acquérir 40 mètres carrés d'une part sur une division parcelle et 40 mètres carrés par ailleurs
soit un total de 80 mètres carrés au prix de 20 € le mètre carré toujours, soit une acquisition pour 1 600 €, et de céder 2 autres emprises, l'une de 80 mètres carrés, l'autre de 10 mètres carrés à l'entreprise Onyx, toujours au prix de 20 € du mètre carré, une cession pour 1 800 €. Président. Si vous n'avez pas de questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Bien, la délibération est adoptée à l'unanimité. Et la troisième délibération sur ce thème, la 4.3, qui concerne cette fois la SCI du Quai. La parole est à Jean-Paul Bonnetin. En fait, c'est même cette SCI du Quai qui a attiré notre attention sur la nécessaire régularisation, sans doute avec des projets la concernant. Et le service, Edwige Durand, s'est livré à cette archéologie administrative pour régler l'ensemble des sujets de même nature sur la zone du Chapelier. Pour la SCI du Quai, il s'agit simplement d'approuver l'acquisition d'une parcelle de 20 mètres carrés au prix de 20 € le mètre carré. Vous en déduirez que l'acquisition se fait au prix de 400 €. Président. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Projet de délibération 4.4. Qui concerne la convention de financement de mesures de compensation collective agricole avec l'entreprise Neoen. Et la parole est donnée à Philippe Guérin, vice-président. Merci, Président. Donc là, on est dans le cadre du projet de mise en place de panneaux photovoltaïques au sol sur le délaissé de l'aérodrome de Cessieux, qui est à peu près une dizaine d'hectares à peu près. Et c'est la société donc Neoen qui met en place, qui assure le portage de cette installation. Au titre de la compensation collective agricole réglementaire, donc la société Neoen va attribuer et va verser la somme de 115 000 € en termes de compensation réglementaire. Ce projet a été présenté en CDPNAF, d'ailleurs, en Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, avec un plan d'action qui a été défini. Sur ces 115 000, il y en a 55 000 qui vont être versés au GIP, donc au Fonds d'intérêt public, du Fonds départemental d'investissement agricole et agroalimentaire de l'Isère. Je rappelle que les Vals du Dauphiné d'ailleurs adhèrent à ce groupement d'intérêt public, et cela va permettre sur des projets collectifs, ça c'est toujours important, de contribuer au financement de porteurs de projets qui peuvent être en lien avec je dirais c'est la compensation concernant la polyculture élevage, mais concernant toutes les actions qui pourront être menées en lien avec le projet alimentaire territorial, ou des projets concernant le foncier, ou concernant les pratiques agricoles, ou concernant, je dirais, des évolutions de pratiques notamment liées au dérèglement climatique. Bien sûr, c'est des actions qui sont collectives, ça j'insiste bien là-dessus, et c'est donc porté par le GIP. Et puis, il y a des actions en termes de communication et de valorisation de l'agriculture, pour un montant de 50 000 € qui vont être versés au Val du Dauphiné. Et il y a notamment tout le projet qui va être réalisé autour de la signalétique des fermes de polyculture élevage du territoire, et qui seront, pour lesquels il y a un financement il y a des financements apportés par Neoen dans le cadre de cette compensation collective, contribuera à la mise en place de cette signalétique. Et puis, donc, en termes de communication, c'est la mise en place également d'une carte interactive, pour rendre visible, je dirais, auprès des consommateurs, je dirais, tous les circuits courts et tout ce qui est réalisé au niveau ou commercialisé par les agriculteurs sur le territoire. Donc, j'en profite, parce qu'il y a un mail qui a été envoyé par le service économique des Vals du Dauphiné, puis sur cette signalétique, un mail est envoyé à tous les maires et à tous les élus, à tous les agriculteurs, mais aussi donc, pour leur proposer cette signalétique. Donc il y a un engagement de leur part, mais aussi on a fait une relance, alors aussi bien auprès des agriculteurs, mais aussi auprès des élus de chaque commune. C'est arrivé cette semaine, pour mobiliser les agriculteurs de votre commune, les informer sur la démarche engagée, pour qu'il y ait le maximum d'agriculteurs qui
qui puissent, je dirais, contribuer, s'engager dans cette démarche-là. C'est vraiment une démarche de communication, de porter l'agriculture, de promouvoir l'agriculture du territoire, et ça y contribue. Et donc voilà, donc je compte sur vous pour être acteur dans cette démarche de signalétique des exploitations agricoles. Et vous avez la liste en plus des exploitations de votre commune qui sera modifiée, puis être modifiée ou à ajuster. Donc vous en ferez part au service économie. Voilà, c'était l'occasion d'en profiter sur cette action-là. Et puis, il y a une action autour du PAT, projet alimentaire territorial, puisqu'on parle de l'éducation mieux manger aussi, de promouvoir aussi les filières d'élevage du territoire. On est dans une zone de polyculture élevage. Et il y aura des actions qui seront menées, notamment auprès du jeune public, auprès des enfants, sur l'éducation au mieux manger. Voilà, donc il y aura cette enveloppe et le cadre est défini. Et donc, ça sera une convention tripartite entre Neoen, les Vals du Dauphiné et le GIP, puisque l'argent, les 5 000 qui seront versés au GIP seront versés directement au GIP. Ça ne passera pas par les Vals du Dauphiné. Voilà, donc l'idée de ce cadre de convention, j'insiste bien, c'est la compensation collective réglementaire sur 10 hectares. Vous voyez, c'est à peu près autour de 1 euro du mètre carré. Et donc, la portée de la décision, c'est d'approuver la signature de la convention de financement de cette mesure de compensation agricole avec l'entreprise Neoen, que les crédits sont prévus au chapitre 011, et d'autoriser le président à signer toutes les pièces liées à cette convention. Voilà, Président. Avez-vous des questions ? Je profite pour dire que quand elle sera définitivement validée, ça serait bien de présenter le visuel de cette signalétique, que je trouve plutôt bien réussi. Oui, donc c'est pas lié à la convention. Enfin, oui, effectivement, ça serait intéressant de la présenter. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Et bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. On passe à la délibération 4.5 qui concerne la commune de Torchefelon, et notamment une subvention pour l'amélioration d'un logement communal. Donc, je précise d'ores et déjà que je ne participerai pas au vote. Et la parole est donnée à Vincent Durand. Bonsoir à tous. Donc, 2 délibérations qui ont été validées en commission Habitat et Urbanisme. Alors, juste un petit mot pour la première, qui concerne effectivement la jolie commune de Torchefelon. Peut-être que le maire voudra s'exprimer par rapport à ce logement qui se trouve au-dessus de la mairie, qui fait 58 mètres carrés, qui va être réhabilité. Il y a d'autres communes qui ont déjà souscrit à ce programme. Je pense à la commune de Biol et j'encourage toutes les communes à le faire si elles ont des logements communaux à réhabiliter. Donc il y a une aide de 2 000 € qui est octroyée avec un bonus de 1 000 € si on atteint le DPE-C. Et juste aussi précision, mais je pense que tout le monde maintenant connaît les procédures et le système. Il y a aussi une aide de 10 000 € qui est accordée si c'est la création d'un logement communal, ce qui sera le cas notamment à la bâtie. Voilà, donc là aujourd'hui ça concerne Torchefelon, donc c'est la réhabilitation, de ce logement qui se trouve au-dessus de la mairie. Donc c'est comme pour les autres communes, donc il y a un montant de travaux engagés qui est supérieur à 10 000 € si c'est la condition. Et donc l'idée c'est de proposer 2 000 € avec un bonus de 1 000 € si le diagnostic C est atteint, et on le verra à la fin des travaux. Voilà, donc l'idée c'est d'accorder cette aide de 2 000 avec bonus 1 000 à la clé. Donc en fait, il s'agit de l'ancienne mairie qui était à l'étage à l'époque et qui a été descendue au rez-de-chaussée lors de la mise en accessibilité. Et donc l'étage qui était libéré avait été transformé en son temps en logement communal. Effectivement, il y avait besoin de faire une rénovation, notamment sur les menuiseries qui n'étaient plus tout à fait étanches. Voilà. Y a-t-il des questions ? Non ? Eh bien écoutez, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Vous participez au vote ou pas ? Non, je l'ai précisé tout à l'heure. Projet de délibération 4.5 qui concerne la garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 100 logements sociaux Alpizère Habitat sur le bâtiment Le Bailly à Les Abrants en Dauphiné. Et je précise que cette fois, c'est Daniel Witt qui ne participera pas au vote. Et la parole est redonnée à Vincent Durand. Alors donc c'est effectivement 100 logements qui se trouvent à Les Abrants en Dauphiné. C'est
je ne citerai pas de marque, il y a le supermarché quand on arrive aux abords de la Tour du Pin, c'est des bâtiments qui se trouvent en arrière. Alors si Ludovic Leprêtre veut compléter ou pas, nous dire des informations, il le pourra bien évidemment, puisqu'il est représentant de la commune ce soir. Voilà, donc ce sont 100 logements la réhabilitation a déjà eu lieu, hein, mais il y a toujours un délai entre les votes après pour les garanties d'emprunt. Donc ça a déjà été accordé au niveau des abris en Dauphiné, et nous c'est l'histoire comme d'habitude de compléter à hauteur de 60%. Voilà, donc les travaux sont détaillés, hein, il y a des travaux d'ampleur qui ont été engagés en termes d'énergie, cage d'ascenseur, tout est précisé dans la note. Donc il y a 100 logements effectivement qui datent des années 50, donc 12 logements de type T2, 50 logements de type T3 et 38 logements de type T4. Voilà. Et donc le total, c'est donc des prêts, c'est 2 830 000, si je vois bien, parce que 2 830 658, et donc à hauteur de 60% auprès de la communauté de communes, soit 1 698 394,80 €. Donc l'objet de la délibération, c'est d'accorder cette garantie d'emprunt. Alors peut-être qu'il faut que je précise pourquoi Daniel Witt ne participe pas au vote, hein. Je ne pense pas qu'il ait l'intention de se présenter aux abreuvoirs Dauphiné. C'est surtout parce qu'il est administrateur de Alpizer Habitat. Voilà. Avez-vous des questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et puisque les 3 délibérations qui suivent ont été traitées en début de séance, nous sommes donc arrivés au bout de l'ordre du jour. Nous avons le point des questions diverses. Avez-vous des sujets, des questions ? Qu'est-ce qu'on mange ? Ça va venir. C'est comme les adolescents. Merci d'avoir voté à l'unanimité pour le secrétariat. Et je rappelle que tu as assuré brillamment d'ailleurs. Et je rappelle que la prochaine réunion du Conseil communautaire est prévue le 26 septembre à 18h30. Voilà, entre-temps, on va pouvoir souffler un peu. Vous avez normalement affiché les dates des prochaines commissions. C'est rétrospectif. C'est bon ? Non mais ça vient. Voilà, les dates des prochaines réunions des commissions communautaires. Et puis je voulais encore une fois vous remercier, pendant que vous notez les dates qui vous concernent, je voulais encore une fois vous remercier de tout le travail qu'on a accompli ensemble, du chemin qu'on a parcouru depuis à minima l'été passé. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont faites, on a avancé sur pas mal de sujets. Je souhaitais vous remercier pour tout ça. Je pense qu'il est temps que notre conseil communautaire prenne le temps de souffler un peu pendant l'été. Et on a également prévu une petite collation. On a fait une entorse. On nous a dit qu'aujourd'hui, il allait faire beau. C'est pas souvent. On en a profité. Et donc, cette collation sera servie à l'extérieur, dans le jardin qui est juste à côté. Voilà. Et donc, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h36. Merci. Fin des classes, fin de l'année scolaire, et sur le voyage. Petit changement. Semble-t-il, il faisait frisquet dehors, donc finalement, tout a été rapatrié à l'intérieur. Ouais. C'est pas encore l'été.